Alors pourquoi Doctolib est-il devenu incontournable? La première réponse, parce que ses concurrents n'ont pas réussi à faire aussi bien que lui. Complètement. Il y a ça, non? Ouais, tout à fait. Alors, Est-ce que c'est la seule? non, c'est pas la seule. D'abord, il faut quand même reconnaître que c'est une idée assez géniale Doctolib. C'est vrai que le concept qui consiste à dire que de son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, on peut rentrer en contact avec le professionnel de santé spécialiste autour de chez soi, c'est-à-dire le dermato, le médecin ou même le dentiste, c'est assez magique. Ou le nutritionniste aussi, ça peut fonctionner. Et donc du coup, ça c'est assez extraordinaire. Il faut savoir que ça a été créé en 2013 par un Français et lui, il souffrait de bégaiement. Et donc, c'est en essayant de trouver un rendez-vous chez un spécialiste, il n'y arrivait pas, qu'il s'est dit, c'est un peu idiot, je voudrais quand même créer une plateforme qui me permette d'accéder rapidement, de mettre en contact les professionnels de santé avec leurs patients. Alors, lui est arrivé. Alors, lui est arrivé. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne. Alors, pour nous, c'est gratuit, Doctolib, c'est-à-dire vous vous inscrivez en tant que patient. Pour les professionnels de santé, c'est payant. Vous payez à peu près 129 € par mois. Ben oui, mais il fait des économies. Exactement. Et vous avez raison, William, puisque dans son cabinet, il n'y a pas du personnel qui est là pour répondre au téléphone. Exactement, William. Alors ça, c'est la première économie. Et la deuxième, parce que j'ai été chercher ce chiffre-là qui est assez incroyable, il faut savoir que lorsqu'un professionnel de santé utilise Doctolib, il réduit de 75% les rendez-vous non honorés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tous les rendez-vous sont honorés, donc il optimise son temps, bien sûr, avec les patients. Alors, les autres, ils se sont dit, tiens, là, il y a une manne. On va s'y intéresser. Et alors, y arrive ou pas? Oui, il y a quelques concurrents, William. Alors, ils sont valeureux, ces concurrents. Alors, le premier, c'est Keldoc. Alors ça, c'est une plateforme qui a été créée avant Doctolib, mais qui a moins performé. C'est une société française, c'est comme ça arrive. Et puis, deuxième, c'est Maya. Alors, vous le voyez ici à l'écran. Alors, Maya, c'est aussi une plateforme, c'est exactement le même concept. Mais là, pareil, c'est une plateforme qui a été lancée pendant le confinement par un groupe français qui s'appelle CGDIM, coté en bourse. Ils ont voulu concurrencer Doctolib. Alors, là, je vous donne les chiffres. Ces deux concurrents, ils ont 10% de part de marché. Doctolib a 90% de part de marché. Donc, c'est vraiment le grand leader de ce business. Juste préciser un point, à tel point, William, je ne sais pas si vous en souvenez, mais pendant le confinement, même le gouvernement nous a conseillé d'aller sur Doctolib, vous vous souvenez, pour prendre les rendez-vous. On dit, vous voulez vous faire vacciner, allez sur Doctolib. C'est un peu paradoxal. Ça ira probablement plus vite. Et ça ira probablement plus vite. Et en quelques mois, Doctolib, c'est 70 millions de rendez-vous de vaccination qui ont été pris. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu hégémonique. Non, mais oui, c'est un peu inquiétant, ça, vous savez. C'est inquiétant pour qui? Pour les concurrents. Mais sinon, les médecins, eux, ils sont satisfaits. Nous aussi. Alors, il y a quand même 2 points, William, qui sont un peu inquiétants. Vous savez, quand on est sur un marché quand même. Le premier, c'est que Doctolib, c'est un acteur privé, une société privée, et qui, dans certaines situations, finit par piloter des données publiques. Je vous donne un exemple très précis. Par exemple, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ici à côté, donc la PHP, il y a certains patients qui, lorsqu'ils veulent rentrer en contact et prendre rendez-vous avec un médecin de l'assistance publique, ils sont obligés de passer par Doctolib. Donc déjà, on se dit, mais comment se fait-il qu'on nous oblige à passer par un acteur privé pour aller vers un sujet qui est public? Donc là, il y a une question de savoir l'assistance des hôpitaux de Paris, là, c'est public, ça? Oui, c'est public. Donc il y a un lien tout d'un coup. Il est malin, Doctolib. Alors il a trouvé un lien avec des publics. Alors complètement, il a trouvé un lien. C'est tellement facile, c'est tellement efficace que la PHP, l'assistance publique, a dit, attendez, je ne vais pas refaire la même chose, je vais demander à Doctolib de le faire. Deuxième élément qui n'est pas neutre quand même, c'est que Doctolib vient piloter, vient prendre en charge une information extrêmement sensible qui sont nos données de santé. Finalement, c'est un moment, Doctolib c'est un entrepreneur privé, encore une fois. Exactement. Et Doctolib sait exactement qui est malade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et alors, on pourrait dire, vous craignez qu'il divulgue ces informations-là ou qu'il les fasse payer? Alors, qu'il les divulgue, je vous donnais... Alors, je vous donnais ça, d'abord... Soyez prudent, mon petit Rodolphe. Oui, je suis très prudent parce que j'aime beaucoup Doctolib. Je trouve que c'est assez génial. Mais enfin, je suis un peu prudent parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, cette donnée-là, elle intéresse énormément les laboratoires pharmaceutiques, les startups de la santé. Parce que vous imaginez, si vous arrivez à faire le lien de savoir qui est malade et qui a quoi, où est-ce que vous habitez, et qui vous êtes et quel âge vous avez, c'est une donnée absolument incroyable. Des données en or, ça. Alors, figurez-vous, ces données en or, William, il y a une journaliste qui a investigué pour savoir combien ça vaut.
Et là, elle va dans ce qu'on appelle le dark web. Alors, n'essayez pas d'y aller. Hein. Non, Là, déjà vraiment... dans le dark clair, j'y vois rien. Le dark, le web qui va bien, on a déjà du mal. Mais là, celui-ci, il est réservé un peu aux informaticiens et aux gens qui sont vraiment des experts. Et vous avez accès à tout le monde du digital, mais qui est dédié malheureusement à des choses terribles, que sont le trafic d'armes ou bien d'autres, la drogue ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment le dark web. Et à l'intérieur du dark web, il faut savoir que la donnée de santé d'un individu a une valeur, William. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait dire combien ça vaut. Eh bien, sur le dark web, nos données de santé, la donnée de santé d'une seule personne, ça vaut 250 €. Alors quand vous vous appelez Doctolib et que vous avez 60 millions non mais attendez, ils sont malins, ils vont pas faire ça. Alors, mais pas du tout. Ils vont pas faire ça. Là, tout de suite, rassurez-vous, Doctolib est extrêmement drastique là-dessus, rigoureux, et nous rassure en disant attention, je vous le dis tout de suite, nous on est un tiers de confiance, n'ayez pas peur, vos données sont en sécurité. Ce qui est vrai, les données de Doctolib sont aujourd'hui hébergées, vous savez, dans les grands centres informatiques, ils sont hébergés en France et en Allemagne, dans des données qui sont sous un agrément européen qui s'appelle hébergeur de confiance, c'est-à-dire c'est là aussi ça fonctionne. Mais parce qu'il y a un mais. C'est savoir qui est cet hébergeur de confiance. Et finalement, quand en grattant un petit peu, l'hébergeur de confiance, c'est Amazon. Et là se pose la question. Oui. J'allais vous dire, c'est une institution européenne officielle. Non, non. J'ai tout faux. Non, là, vous avez... C'est un autre privé. Exactement, c'est un autre privé, c'est Amazon. Et là, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Alors, ça change. Alors, Arnaud, en fait, le point, c'est que physiquement, pas de problème, puisque les données sont sur le sol européen, c'est pas un souci. Sauf que la loi américaine est extrêmement claire, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Patriot Act, ce Patriot Act qui a été fondé à peu près en 2000, qui permet à l'État américain et particulièrement aux services de renseignement de collecter les données informatiques d'un opérateur privé. Même si mais la question a été posée à Amazon. Est-ce que vous avez vendu à quelqu'un Bien sûr que non. Et puis attention, il n'y a pas que Doctolib qui est sur Amazon, parce que je vous rappelle que Voyage SNCF est sur Amazon, que Airbnb ou Netflix utilisent les services d'Amazon. Oui, donc mais c'est pas tout à fait les mêmes données. Hein. Non, oui. exactement. Exactement. Ouais. Alors là, c'est là où, alors donc du coup, c'est là où se pose la question de savoir finalement, est-ce que c'est efficace ou pas cette histoire de Doctolib? Est-ce qu'on a raison d'y aller ou pas? C'est une des questions un peu fondamentales. Si les informations circulent pas dans le monde entier et qu'elles soient vendues comme n'importe quelle autre matière première, voilà. Voilà. Moi, je vous recommande à aller sur Doctolib. Je suis pro Doctolib parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont de confiance, très transparents. Même si vous, de votre côté, à un moment ou à un autre, vous vous dites, bah tiens, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, sachez que le gouvernement a prévu sur l'année 2022 d'étendre un système qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est aujourd'hui en test dans la région sud-ouest et qui est un dispositif dans lequel vous allez pouvoir mettre vos données de santé entre les mains. Et c'est un service public. C'est voisin, c'est la même chose. C'est la même ça chose. sera donc un concurrent. Ça sera un concurrent, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est par l'État, il ne risque pas de se faire hacker aussi. Vous savez, l'informatique est ouverte à tout le monde. Bon, voilà, vous savez tout. Ça sur Doctolib. Merci beaucoup. Voici pourquoi vous devrez impérativement rester pour la deuxième partie de cette émission, parce qu'on vous dira quelle est la réelle différence entre paracétamol, ibuprofène, aspirine. Ah, intéressant, non? À tout de suite.